podcast Paroles d'Histoire. Je ne veux pas qu'un vieux bourgeois viennois à parapluie m'inflige ses rêves. Je n'ai pas les rêves dont il parle dans ses livres. C'est Vladimir Nabokov qui disait cela en 1966 pour dire que Freud ne devait pas avoir le dernier mot sur les rêves. Et aujourd'hui, les sciences sociales s'en emparent. On en parle avec Hervé Mazurel. Hervé Mazurel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et vous êtes l'un des coordinateurs d'un livre énorme, très riche, qui est paru tout juste au Seuil, Histoire de la guerre 19e-20e siècle, mais on ne va pas en parler, on va plutôt parler aujourd'hui d'un autre sujet, puisque vous avez co-dirigé un numéro de la revue Sensibilité, le numéro 4, c'est une revue que vous animez aux éditions Anamosa, et ça s'intitule La Société des rêves. Et donc, ce numéro de revue traite la question des rêves, du point de vue des sciences sociales, du point de vue de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie. Que peut dire le rêve ? Comment les savants peuvent essayer de l'approcher, avec quels enseignements? On va essayer d'en parler, et je voudrais commencer par vous demander, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions du rêve ou de l'inconscient? Alors, j'étais plus qu'un historien de la guerre, voilà, j'ai toujours été très intéressé par la question de l'histoire du corps, l'histoire des affects, l'histoire des sensibilités. Et même si au niveau de la guerre, j'essayais de travailler au point de vue des expériences à la fois corporelles et psychiques combattantes. Mais du coup, c'est en travaillant à une histoire de la vie effective, une histoire du sensible, que je me suis posé la question de savoir comment se faisait-il que ces historiens de la vie affective n'avaient jamais vraiment pleinement rencontré ces autres spécialistes des affects que sont les psychanalystes. Et par exemple, Lucien Febvre avait dit de Freud, auteur subtil mais de peu d'usage pour l'histoire. Il y a vraiment une non-rencontre entre la psychologie historique, qui est l'ancêtre de l'histoire des sensibilités, et la psychanalyse, même si dans les années 70 il y a des rapprochements dont on parlera peut-être plus tard. Mais voilà, ça m'a amené à m'intéresser au rapport entre histoire, affectivité et inconscient. Et du coup, j'ai aussi croisé la route récemment, enfin c'est plutôt ce livre qui m'a coupé la route, un livre mis en place par Marc Joly, des textes inédits de Norbert Elias, dont un texte testament en quelque sorte, voilà, où il règle un peu ses comptes avec Freud. Il n'a cessé de penser avec et contre Freud toute sa vie durant, et ça permet de relire quasiment toute son œuvre. Voilà. Et la postface est faite par Bernard Lahire, qui s'intéresse beaucoup à cette question de la sociologisation possible de l'inconscient, et on s'est rencontrés autour d'un numéro spécifique sur le rêve et sur cette question des sciences sociales et inconscientes. Alors Bernard Lahire, avec qui vous avez co-dirigé ce numéro, a récemment publié à la découverte l'interprétation sociologique des rêves, qui est un grand livre dans lequel il s'affronte à Freud. Il le dépasse en même temps d'une certaine manière, puisqu'il montre que tout n'est pas réductible à ce que Freud avait postulé, c'est-à-dire le rêve, c'est l'expression du désir sexuel, infantile, refoulé. Et bien là, on a un autre modèle possible d'interprétation du rêve. Oui, moi je partage votre avis sur le fait que c'est un très grand livre qui brasse tellement de matière et tellement d'autres livres, mais c'est vraiment une somme qui va faire date, qui cible en effet des impensés chez Freud, et du coup porté par le reste de la psychanalyse très largement ensuite. Et la première idée, en effet, c'est de dire qu'il y a un prisme familialiste et un prisme infantiliste trop fort dans l'interprétation freudienne des rêves. L'idée étant que qu'on ne peut pas sans arrêt ramener toute figure sociale au père, à la mère, au frère, à la sœur, mais que un patron peut être un patron dans un rêve, un roi peut être un roi, comme disait Peter Burke, au moins en partie, et qu'on ne peut pas sans arrêt tout réduire au familial, et que... Autrement dit, le rêve peut aussi être imprégné d'un contexte social, et même il est imprégné d'un contexte événementiel, social, de l'époque à laquelle on vit. Tout n'est pas réductible à des rapports de famille. Le rêve, il révèle aussi du social. Complètement. Et le social s'invite jusqu'au tréfonds de l'intime, on a l'impression évidemment que l'inconscient, c'est ce qu'il y a de plus individuel dans l'individu, en quelque sorte, alors que du social se terre jusqu'au tréfonds même du psychisme, et c'est ce que n'a cessé finalement d'essayer de montrer Bernard Lahire. Et je crois que ce qui est très important, c'est de retrouver les propriétés sociales des rêveurs, l'ensemble de ces propriétés sociales, ces appartenances générationnelles, professionnelles, genrées, et des contextes sociaux dans lesquels ils ne cessent de se mouvoir. La question des inégalités sociales, que la psychanalyse ne traite jamais, de la reproduction sociale, tout ça, c'est absolument capital et c'est présent dans le matériau même du rêve et dans la structuration même, à mon avis, des rêves. Donc il y a vraiment de la place pour ce que disait au fond Bernard Lahire, c'est-à-dire jusque-là, les sciences sociales ont travaillé autour des rêves. On connaît très bien l'histoire des interprétations savantes et populaires du rêve. Maintenant, il faut entrer dans le rêve,
comprendre sa fabrication de l'intérieur et se risquer à une interprétation sociologique du rêve. Et ça veut dire qu'il y a des couches significatives du rêve qui ne sont pas travaillées par la psychanalyse et qui laissent de l'espace, et pas des moindres, à une interprétation venant des sciences sociales proprement dites. Alors c'est ce que vous essayez de faire dans ce numéro de revue, et on peut peut-être dire un mot de la variété des terrains d'enquête, notamment sur le plan ethnologique ou sociologique, puisqu'il y a une enquête sur les adolescents du Chili, il y a également une enquête sur les rêves kanak en Nouvelle-Calédonie, qui montre qu'on ne rêve pas de la même façon, suivant les contextes et suivant les lieux. Absolument, oui. Alors Sensibilité, c'est vraiment une revue qui se veut, pour le coup, qui essaye de se défaire des carcans disciplinaires, parce qu'au fond, on souffre de sortes d'aveuglement disciplinaire. On ne sait plus ce qu'on ne sait pas quand on est collé à une discipline. Et donc voilà, on essaye d'ouvrir le champ. Et donc il y a des anthropologues, des psychanalystes, des politistes, des sociologues dans ce numéro. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans cette association entre Laurent Jean-Pierre, qui est un politiste et un sociologue français, avec 2 psychanalystes chiliens, pour essayer de faire converger une approche à la fois sociologique et psychanalytique des rêves des adolescents chiliens. C'est une grande enquête qu'il mène en ce moment, et il nous présente ici le protocole d'enquête, le protocole de recherche, la méthode qu'il décide d'employer. Il interviewe énormément d'adolescents à Santiago et alentour. Première idée là, et d'une sociologie finalement psychanalytique. C'est un article très intéressant, notamment parce qu'il y a les 2 niveaux. Il y a un récit de rêve qui est pris à titre d'exemple pour montrer un peu la méthode, et ce récit de rêve, il montre qu'on peut l'étudier avec les outils psychiques, psychanalytiques habituels, mais en fait, qu'il acquiert une richesse beaucoup plus grande quand on le rapporte aux propriétés sociales du rêveur, ou plutôt de la rêveuse, si je me souviens bien, qui est une jeune fille en situation plus précaire que ses camarades de classe, et du coup, son rêve s'éclaire dès qu'on en sait plus sur son contexte social. Bien sûr, il y a vraiment l'idée que tout d'un coup, la richesse de l'interprétative ne cesse de grandir dès lors qu'on rentre aussi les propriétés sociales du rêveur, et pas seulement sa seule histoire intime. Enfin, en fait, l'histoire du rêveur, elle est à la fois intime et sociale, pleinement intime et sociale. Il faut en déployer tout l'arc, en quelque sorte. Et je trouve que c'est assez réussi, même si, évidemment, malheureusement, le cas est un peu court pour qu'on puisse prendre pleine conscience des possibles de ce travail interprétatif. Mais voilà, l'enquête est en cours, et ils ont une matière empirique, je crois, assez large. Et puis, il y a aussi un deuxième texte d'une anthropologue, Claude Grain, une spécialiste aussi du monde kanak, sur la planche à rêve, sur un objet dit divinatoire, mais qui est comme qui est censé, la planche à rêve dans le monde kanak est censée susciter le rêve et la communication entre les ancêtres et les contemporains, le rêve étant le lieu où les ancêtres s'expriment auprès des courants, viennent les prévenir. Souvent, là, on est vraiment dans le rêve comme prémonition de l'avenir, comme présage en quelque sorte, viennent les prévenir de situations problématiques, de maladies éventuelles qui pourraient leur advenir, et en même temps leur fournir les moyens d'une pharmacopée en quelque sorte pour endiguer les maux à venir en quelque sorte. Et donc c'est vraiment un déplacement vers un autre univers culturel, une autre manière, la façon dont la culture finalement imprime l'onirique, et la fonction sociale du rêve, qui est ici très différente du monde européen post-freudien en quelque sorte. Et alors un dernier cas qui m'a beaucoup frappé hors du territoire proprement historien, c'est celui très étonnant de Dion McGregor, qui était un Américain, un Californien je crois, dont les rêves, alors sont vraiment des rêves, peut-être qu'on va en parler, en tout cas des délires verbaux pendant son sommeil ont été enregistrés par celui qui partageait son habitation, parlait pendant son sommeil, donc ça s'appelle un somniloque, on apprend ça en lisant ce numéro, et ce somniloque, pendant des années, dans les années 60, il a été enregistré. Je propose d'écouter un extrait, et puis vous allez ensuite nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Pick one of those. That's it. Trees. 12 trees. That's your name then. Helen 12 trees. Oh, that's it. That's it. It's gotta be that. It's gotta be that. I'm sorry, we can't change it again. We decided this was the only way. Okay. Okay. All right. You'll be a big star. I know. Yeah. It's got to catch on. The public will love it. The public will love it. We'll make $1 million. We'll make $1 million. Yes. Very good.
c'est un personnage, c'est quelque chose qui totalement fascinant à mes yeux. C'était un parolier qui a rêvé de faire carrière à Broadway et puis finalement qui n'y est pas vraiment parvenu et qui dans des situations très difficiles financièrement, qui dormait à droite à gauche et qui à un moment dort avec son colocataire qui est sans doute aussi son compagnon, et celui-là, Mike Barr je crois, découvre qu'il est somniloque et l'enregistre pendant 7 ans. Il y a 17 heures de bande, de cette banque de rêves en quelque sorte. Et ce qui est fou, c'est qu'on dit souvent que, au fond, les rêves n'existent pas. Il n'existe que les récits de rêves. On ne les appréhende jamais directement, on les appréhende toujours a posteriori, au réveil. On n'est jamais confronté à eux directement. Et là, tout d'un coup, c'est rarissime. On a une matière brute saisie sur le vif. Alors, est-ce que c'est encore du... Je pense, pour le coup, est-ce que c'est du rêve ? Vous posiez la question. Parce que le rêve, on dit souvent, Bernard d'ailleurs en parle dans son livre, on dit souvent que c'est une matière avant tout visuelle, qu'il y a beaucoup d'associations visuelles. Et là, on est vraiment sur du verbal. On est sur des jeux de mots, des onomatopées, des passages d'un mot à l'autre. Et en même temps, il y a une structure de récit qui est très forte. On pourrait s'attendre à ce que ça parte absolument dans tous les sens. Et en même temps, il y a quand même une structure de récit, alors que il y a des mots inventés, des onomatopées, on les a restitués comme on pouvait, sans ponctuation, de manière très... Il y a un délire verbal un peu qui est là, et dont on ne sait pas très bien faire, mais c'était aussi une manière de rappeler que les rêves, c'est des matériaux extrêmement bruts, là où il y a en plus une matière assez pour le coup inquiétante. La conscience, c'est pas politiquement correct. Il y a vraiment des rêves de meurtre, des rêves de viol. Oui, c'est d'ailleurs une ville de nains. Contrairement à ce qu'écrivait Freud, c'est ce que montrait bien Bernard Lahire, il n'y a pas de censure. Ouais. C'est le moment où on se parle le plus frontalement et du coup des choses improbables, indicibles à l'état de veille deviennent dissibles. Oui, là c'est vraiment, on voit affleurer. Le fond de l'inconscient de manière totalement inouïe de cet inconscient-là, de cette personne-là, qui par ailleurs était assez névrotique, avait un certain nombre de difficultés psychiques. Mais c'est un matériau fascinant dont se sont emparés deux ethnologues réalisateurs, Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel, qui sont des anthropologues et en même temps des réalisateurs qui sont assez connus dans le monde de la réalisation et de l'art contemporain, et qui ont fait un film autour de ce personnage, autour de l'onirique et des somniloques. C'est vraiment quelque chose d'assez à part à mon sens. Et lui avait beaucoup souffert, il avait dit, quand il avait découvert c'est comme si on devenait célèbre en ayant fait pipi au lit. C'était sa phrase pour dire ou alors vous m'avez sans doute drogué au LSD, c'est pas moi. C'est un cas étonnant, et ce cas voisine donc avec des articles plus proprement historiens ou historiques, et dont on va maintenant essayer de parler un petit peu. Avant de parler des articles du numéro, est-ce que peut-être on peut dire un mot, vous l'avez esquissé tout à l'heure, des rapports entre histoire et psychanalyse, des rapports compliqués qui se sont notamment noués dans les années 70. On voit que c'est un moment assez clé où il y a beaucoup de parutions, mais le dialogue n'a pas toujours été simple. Absolument, il y a vraiment un moment, mais c'est le cas aux États-Unis, en Angleterre ou en France, c'est vraiment la fin des années 60 et les années 70, une tentative de rapprochement entre histoire et psychanalyse. La psychanalyse était souvent utilisée par les historiens un peu dans les zones les plus obscures, celles qu'on n'arrivait pas à interpréter, la sorcellerie, le carnaval, les violences extrêmes. Quand on ne savait plus, on se disait il y a un savoir supposé savant sur les hystéries de conversion, des choses comme ça, c'est la psychanalyse. Et donc c'est ce que disait le roi Ladurie, la révolte des Camisards, une névrose de conversion. Absolument. Et dans les paysans du Languedoc, l'usage de la psychanalyse est très présent, par exemple. On en retrouve aussi un peu chez Delumeau, mais c'est surtout en France le roi Ladurie, Alain Besançon, qui est un peu le fer de lance de l'histoire psychanalytique. 1974, l'histoire psychanalytique. Et Histoire et expérience de soi, je crois qu'il y a ça aussi, c'est les deux livres un peu majeurs. Et puis il y a bien sûr Michel de Certeau qui lui a invité à beaucoup plus de prudence. Il estimait que les historiens faisaient un usage très sauvage des catégories psychanalytiques. Il a vraiment, dans Histoire et psychanalyse entre science et fiction, invité à faire très attention à la façon dont on rapatriait une partie des concepts psychanalytiques dans le champ de l'histoire. Ce qui me semble, ce qui a manqué, me semble-t-il, parce que finalement, à la fin des années 70, Alain Besançon fait un mea culpa, tire un trait sur tout ce qu'il avait fait auparavant, alors qu'il avait mis des forces immenses à essayer de rapprocher l'histoire et la psychanalyse.
Saül Friedlander, qui a écrit aussi un livre sur l'histoire et psychanalyse, lui aussi nie toute cette période de son travail, sans Oui, il laisse avait de même côté. proposé des explications névrotiques de l'antisémitisme nazi, et puis il s'en est ensuite complètement éloigné dans ses Absolument. ouvrages les plus récents. Je sais aussi que Emmanuel Leroy-Ladurie regrette de s'être un peu laissé embarquer par l'affaire. Ils ont été aussi tous les deux très influencés avec Alain Besançon par un ethnopsychiatre, par Georges Devreux, dont on parlera peut-être un peu plus tard, qu'a compté, et qui était aussi à ses heures historien de la Grèce ancienne. Mais ce qui, à mon sens, n'a pas fonctionné ici, hein, et c'est que aucun d'eux n'a valorisé l'idée d'une historicité de l'inconscient. Hein, ils ont travaillé avec un inconscient, c'est très clair chez Alain Besançon, l'inconscient, dit-il, est invariable, stable, universel. Il reproduit du même. Ce qui est étonnant pour des historiens. Ce qui est très étonnant. Alors justement, c'est ce que ne fait pas l'auteur dont on va parler, qui dans ce contexte des années 70 a lui proposé sans doute la première analyse la plus forte du rêve, c'est Peter Burke. Vous republiez son article « L'histoire sociale des rêves », il était paru dans les Annales en 1973, vous le republiez avec une préface inédite de l'auteur qui revient sur ce travail. Est-ce qu'on peut dire pourquoi c'est un texte fondateur ? Oui, moi c'est un texte qui a beaucoup compté pour moi et que je trouve encore parlant aujourd'hui, et il était content de le voir revenir au jour parce que finalement ses propositions sont restées assez globalement dans les limbes. Il n'avait pas réussi d'ailleurs à le publier en Angleterre à l'époque, les Annales l'ont reçu. Peter Burke, on rappelle peut-être que c'est un historien très important de la Renaissance en particulier, d'histoire culturelle britannique, peut-être moins connu en France, mais qui a malheureusement, eu il a un rôle très important. outre-Manche, et donc un texte... et qu'il a un peu après laissé de côté, il est parti vers d'autres directions, mais où il a l'intuition qu'on peut faire une histoire sociale des rêves. Il a dit aujourd'hui, je l'appellerais peut-être histoire culturelle des rêves, mais peu importe, parce que pour lui, ce ne sont pas seulement les contenus manifestes du rêve qui se transforment, qui changent à travers le temps et selon les cultures, mais également les contenus latents. Et donc, parce que dans les formes, le refoulement a une origine socio-historique, donc ce qui est réprimé, ce qui est censuré. Alors là, il y aura une discussion à avoir avec ce que dit Bernard Lahire, mais pour lui est historique parce que le refoulé ne cesse de se transformer historiquement et on ne refoule pas les mêmes choses dans toutes les cultures. Dans chaque culture, en quelque sorte, décide de refouler un certain nombre de comportements, de conduites, d'affects, et puis on valorise d'autres. Tout n'est pas aussi indicible suivant les époques. Absolument, voilà. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi dans son livre, dans son article, c'est la façon dont il montre que, parce qu'après il y a une partie théorique, puis il y a une partie plus empirique, où il montre la pénétration du politique dans la vie onirique des Britanniques du XVIIe siècle, et on comprend vu l'agitation politique de ce siècle, mais pour montrer justement qu'on ne peut pas tout réduire au sexuel et à l'infantile, voilà, et ça rejoint aussi un peu finalement ce qui est resté de Charlotte Bérat, du livre sur Rêver sous le Troisième Reich. C'est un autre livre important, un autre jalon, même si peut-être sa réception n'a pas été aussi présente ou aussi immédiate. Charlotte Bérat, donc, c'est une Allemande qui a quitté l'Allemagne en 1939 pour échapper au nazisme, et dès 1933, dès la prise du pouvoir d'Hitler, elle s'est mise à noter des rêves et à demander à des gens autour d'elle de noter leurs rêves, et ça a fini par donner des décennies plus tard, entre-temps elle est devenue traductrice de Hannah Arendt, elle avait une vie intellectuelle, ça a donné des décennies plus tard Rêver sous le Troisième Reich, qui est un livre absolument fascinant, dont on va peut-être reparler. Pour revenir d'un mot sur Peter Burke, je trouve ce qu'il y a de très intéressant aussi dans l'article que vous republiez, c'est le fait qu'il y a un corpus. Et qu'en historien, il a délimité un corpus. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, c'est toute la difficulté. C'est d'arriver à avoir un corpus, à le délimiter, à pouvoir faire des séries, pour voir aussi la présence de certains thèmes, de certaines figures, de symboles récurrents aussi. Et ça, c'est très important aussi, l'historicité des symboles. Il n'y a pas de langage universel des symboles comme certaines analyses freudiennes ou jungiennes peuvent le laisser penser. Donc montrer à quel point les symboles prennent sens dans un moment historique et social bien particulier. Et donc il a 4 rêveurs, et plusieurs rêves pour chacun d'entre eux. Du coup, ça permet évidemment de faire des comparaisons beaucoup plus fructueuses que si on avait un rêve d'un personnage et puis le contexte social à la limite qui permet d'en parler. Là, ça permet de faire des confrontations assez éclairantes. Absolument. La seule difficulté néanmoins pour l'historien, en comparaison des sociologues ou des anthropologues, c'est qu'on ne bénéficie pas des associations du rêveur. Et ça, c'est évidemment, les rêveurs sont morts, et ça, c'est un peu plus problématique
Freud disait justement on peut pratiquement rien faire des rêves sans les associations des rêveurs en termes d'interprétation. Même si lui, malgré tout, s'y risquait puisqu'il l'a fait, notamment pour Léonard, pour les rêves fictionnels, mais la Gradiva de Jensen, il s'est pas toujours tenu à ses principes, mais néanmoins, on ne bénéficie pas des associations. Donc, voilà, disons-le, ce dont on bénéficie, en fait, c'est lorsque des personnages, souvent lettrés, des hommes d'église, souvent dans le cas Peter Burke, notent leurs rêves à leur réveil. Évidemment, plus ils sont lettrés et cultivés, plus ils ont tendance à le faire. C'est aussi une limite en termes de corpus pour les historiens. On n'aura jamais accès aux rêves d'un esclave athénien du 5e siècle, on n'aura jamais accès aux rêves d'un laboureur bourguignon du 12e siècle. L'histoire est triste pour ça, c'est vraiment cet oubli, cette disparition définitive. On aura toujours accès aux rêves des élites. Il y a de ce point de vue-là le très beau livre de Jean-Claude Schmitt et Gisèle Besson sur les songes autobiographiques au Moyen-Âge qui est paru récemment, Rêver de soi, je crois que c'est le titre aux éditions Anacarsis, et qui montre néanmoins qu'il y a une forme de démocratisation du rêve et qu'au cours du Moyen-Âge et que pour le XIIIe, XIVe siècle, le spectre social des rêveurs s'élargit un peu, le spectre social des rêveurs que l'on connaît s'élargit un peu. Ils ont livré un nombre assez important de rêves autobiographiques médiévaux à la sagacité des historiens médiévistes pour se risquer un peu sur cette matière-là. Alors ils sont d'ailleurs interviewés dans ce numéro de revue, Jean-Claude Schmitt et Gisèle Besson, et puis dans cette interview on lit d'ailleurs une proposition qui est une proposition intéressante. Est-ce que le rêve peut nous enseigner quelque chose sur le processus d'individuation, Est-ce que finalement on ne se met pas à rêver, peut-être d'ailleurs au cours du Moyen-Âge, parce que l'individu, le sujet, se constitue comme tel et se constitue comme sujet rêvant? Bien sûr, mais je trouve que c'est les pistes les plus intéressantes peut-être du numéro, c'est la façon dont la subjectivité est travaillée par l'histoire et donc comment se vivre comme sujet. Se vivre comme sujet au Moyen-Âge ou aujourd'hui, c'est évidemment profondément différent. Il y a un très beau livre de Jérôme Bachet qui est paru, je crois, il y a à peu près 2 ans, qui s'appelle Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge, qui montre très bien que se vivre comme personne au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'absolument différent de se vivre comme un moi au XIXe siècle. Et il y a un processus d'individuation qui court, et d'ailleurs la naissance de la psychanalyse n'est pas possible en quelque sorte sans la montée en puissance d'un sujet qui se vit comme un moi séparé, autonome, singulier, toujours plus singulier, presque antérieur au social. Alors que le sujet médiéval se vit bien davantage dans son appartenance sociale à l'Église. Il ne se vit pas comme un moi autonome et séparé. Et aujourd'hui, on est dans une telle culture le narcissisme, c'est le narcissisme contemporain qu'avait étudié Christopher Lack, c'est l'aboutissement d'un très long processus d'individuation que nous continuons de perpétuer. Mais du coup, ça pose vraiment la question de savoir jusqu'où on peut utiliser des outils de la psychanalyse inventés à la fin du 19e siècle à partir d'un certain rapport à l'individu qui n'est pas du tout celui du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Donc toute une partie des outils fabriqués par la psychanalyse sont difficilement transposables quand on étudie des sujets de société bien plus anciennes. On signale au passage que c'est des questions qu'avait aussi posé Jacques Le Goff. On a cité Jean-Claude Schmitt, mais Jacques Le Goff lui-même avait entrepris une première enquête sur ce terrain des rêves. Alors, un autre terrain qui est aussi abordé dans ce numéro d'une grande richesse, c'est le terrain colonial. Et vous publiez un article de l'historien Eric Lindstrom, Rêver dans l'Empire britannique, qui lui-même s'appuie en fait sur une enquête menée dans les années 20 par un anthropologue. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot de ce terrain très particulier aussi, un anthropologue britannique qui collecte des rêves indigènes à des fins finalement de consolidation impériale? Complètement, c'est un terrain qu'on a trouvé fascinant avec Bernard Layer et puis ceux qui ont participé au numéro, on n'avait pas connaissance au préalable. Eric Lindstrom a mis la main sur une grande collecte de rêves lancée par un anthropologue qui s'appelait Charles Seligman, qui enseignait à la London School of Economics, qui se faisait payer ses enquêtes en fournissant des clés, des outils aux administrateurs coloniaux, et il pensait, grâce à la psychanalyse, permettre à l'Empire britannique, à l'administration impériale britannique, de mieux contrôler ces sujets coloniaux en leur donnant accès à leur vie nocturne. Et puis pour lui, c'était qu'il était très freudien au départ, c'était un moyen de prouver la validité universelle de la théorie freudienne. Et puis finalement, il s'est rendu compte, à contact de toute cette matière, que bien souvent,
ça ne fonctionnait pas, ça prenait l'eau. Dans certains endroits du monde, parce qu'il y a des rêves d'Asie, des rêves d'Océanie, des rêves d'Afrique, les fameux stades qui mènent du petit enfant jusqu'à l'âge adulte, le stade oral, anal et génital, on ne les trouve pas, que la liberté sexuelle qu'on trouve dans certaines sociétés font que le refoulement du sexuel n'est pas véritablement là, ce qui questionne la validité universelle du concept de libido ou du concept de refoulement. Bref, finalement, tout ça prend un peu l'eau, hein, et pourtant il y tient. Charles Seligman, il essaye de faire tenir la théorie, après il va davantage vers Jung, etc. Mais en fait, ce que disent ces rêves avant tout, ce qu'explique très bien Erik Lindström, c'est que ce qu'on voit dans cette collecte de rêves, c'est avant tout les blessures psychiques générées par la colonisation chez ces sujets, et puis des rêves de résistance qui sont là en puissance, des rêves de libération, des rêves de décolonisation, au fond, qui sourdent en quelque sorte de ces rêves. Et c'est un article très court, mais que j'ai trouvé particulièrement suggestif. Alors ça pose malgré tout des problèmes pour les historiens en termes d'administration de la preuve. Quand on travaille sur le rêve, comment on prouve, et puis peut-être aussi au-delà de la preuve, en termes d'apport aux enquêtes. Si on reprend le livre de Charlotte Bérath, il est à la fois fascinant, et en même temps on peut aussi se demander, est-ce qu'on a besoin des cauchemars des gens qui vivaient sous le nazisme pour savoir qu'il y a une terreur nazie? Est-ce qu'on a besoin des cauchemars des survivants de la Shoah? Il y a un article récemment paru dans XXe siècle sur les rêves comme source pour la Shoah, pour savoir l'épouvante que suscitait l'extermination. Quel est l'apport spécifique peut-être de cette question du rêve par rapport aux enquêtes historiennes? Je crois qu'il y a une chose néanmoins qui me paraît importante. Après tout, on fait toujours l'histoire des gens éveillés, et que la part nocturne de nos existences n'ont bien souvent pas d'histoire, et que dans un projet presque d'histoire totalisante, nous n'avons pas de raison d'exclure a priori la vie nocturne. Ensuite, il me semble que, évidemment, il est très important de considérer que les rêves peuvent être un matériau historique, une source pour les historiens, mais évidemment, ne serait-ce que en histoire culturelle, on considère souvent que tout est source, ne serait-ce que par l'un de ces aspects. Évidemment, là, c'est comme avec les sources fictionnelles. Il y a une prudence historienne majeure vis-à-vis de... Les rêves ne sont jamais preuve de pratique. Il faut toujours se tenir à cette limite-là et y faire très attention. Néanmoins, ce qui me semble très intéressant dans les rêves collectés par Charlotte Bérath, c'est qu'il y a des rêves où on voit où les gens rêvent que les murs de leur maison s'effondrent, qu'ils sont mis sur écoute partout, et ils sont souvent des rêves de conformisme social très fort. Il n'y a plus de privé, il n'y a plus d'intériorité, il n'y a plus de privé. Et il me semble qu'on sent jamais mieux que dans ces rêves cette abolition des frontières du privé et du public. Je pense que c'est l'apport principal et la façon dont à la fois la terreur gagne les individus, mais au fond comment cette terreur on la voit c'est à la fois les reflets de la terreur et ils produisent de la terreur aussi, ces récits de rêve. Je ne sais pas comment dire, mais ça me semble pas un gain totalement marginal. Je dis pas que, évidemment, ça n'exclut pas l'étude de la terreur nazie sur des sources beaucoup plus solides, on va dire. Et j'irai pas à dire qu'il faut prêter une foi immense à ces rêves, mais ils permettent de toucher des zones de l'individu que d'autres sources ne permettent pas d'approcher. Donc, a priori, je serais vraiment pour ne pas les exclure a priori, mais pour savoir apprendre à les travailler et puis trouver des méthodes. Des méthodes. Et c'est évidemment très difficile, et on est là, c'est un savoir conjectural, indiciaire pour le dire comme Carlo Ginzburg. On n'est pas là sur un terrain extrêmement ferme et solide de l'enquête historique. Vous-même, vous avez rencontré dans vos travaux des rêves de combattants philhellènes des années 1820. Est-ce que quand on combat aux côtés de Byron dans la Grèce qui lutte pour son indépendance des années 1820, est-ce qu'on rêve de Hoplite, est-ce qu'on rêve de Byzance? Alors j'ai pas le souvenir. L'enquête est un peu loin de moi maintenant, mais oui, ce qui m'a intéressé beaucoup dans l'affaire des philhellènes, c'est la fantasmatique à l'œuvre. C'est vrai que j'ai pas eu accès à des rêves, à des récits de rêves. Je réfléchis, mais je n'en vois pas. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est la façon dont, au fond, la révolution grecque devient un événement imaginaire. C'est-à-dire ces soldats qui s'engagent auprès des Grecs, ces volontaires qui s'engagent auprès des Grecs, projettent tellement sur ce conflit. Évidemment, la régénération de la Grèce ancienne, une dimension de croisade très forte, la guerre de l'humanité contre la barbarie, etc., qu'à la fin, l'événement est si déformé que quand ils arrivent sur place,
Ils vivent une vraie rupture de charme, un choc cognitif. Un choc cognitif absolu, dont beaucoup sortent profondément traumatisés. La désillusion est telle, et l'amertume est telle, que beaucoup rentrent psychiquement atteints, vraiment atteints. Et comme donc, beaucoup de ces soldats du 19e qui avaient la nostalgie qu'on étudie de plus en plus. C'est un très beau thème qu'a étudié Thomas Dodman dans un livre récent qui est paru aux États-Unis, qui devrait être traduit, je l'espère. C'est la nostalgie comme... il a travaillé sur des soldats qui partaient en Afrique du Nord au moment de la conquête de l'Algérie, les années 1840-1850, et qui mouraient littéralement de nostalgie, des soldats qui pour la plupart venaient de régions un peu perdues, des Alpes, enclavées, des régions enclavées, exactement c'est le terme, du Massif central, des Pyrénées, et qui mouraient du mal du pays en quelque sorte. Ils ne supportaient pas d'être éloignés de leur vie, de leur communauté originelle, de la chaleur de leur vie, de leur communauté originelle, et ça a fait autant de morts que le typhus, ce qui est assez incroyable. Et comment cette névrose d'époque, si j'ose dire, entre guillemets, a disparu ensuite, c'est une vraie question, parce qu'il faut ça a disparu. Je ne crois pas qu'il y a encore dans les armées qui partent en Afghanistan ou en Irak des formes de nostalgie comme on l'entendait à l'époque. Et donc ça veut dire qu'il y a une historicité des maladies psychiques. Alors on voit qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on pourra prolonger, et d'ailleurs si vous faites un numéro dans Sensibilité un jour peut-être sur le paysage sonore, on sait que les historiens s'en emparent, bien on repensera à cet épisode qui était un peu perturbé par les bruits de la ville, mais ça fait partie du paysage sonore contemporain. Oui, absolument, mais on va y songer parce qu'il y a tellement de choses à faire sur le paysage sonore, avec grand plaisir. À la suite d'Alain Corbin évidemment. Et avec vous. Avec plaisir. Alors avant de terminer, peut-être que je peux vous demander un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur vos terrains, sur vos enquêtes, et même pas forcément en histoire. À chaque invité, on demande comme ça quelque chose qu'on voudrait conseiller. Alors là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que j'ai redécouvert au cours de ces enquêtes la sociologie de Roger Bastide, et notamment un livre qui s'appelle Le rêve, la transe, la folie, qui est introduit notamment par François Laplantine, et il avait lancé au début des années 70 des pistes assez incroyables aussi pour une sociologie du rêve, reprise pour partie mais pas complètement par Bernard Lahire. Et voilà, je crois qu'il disait justement, Freud a personnalisé le rêve, il faudrait le resocialiser. Et d'une certaine manière, ce numéro essaye aussi de lui rendre hommage. Moi je vais compléter avec un conseil cette fois artistique, puisque aux éditions Citadel Masno, il y a un grand volume qui est paru sur le rêve dans l'art, donc dans la série de ces volumes qu'on connaît qui sont magnifiques, le rêve dans l'art. Je pense que ça pourra aussi prolonger la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.